Bonjour. Écoutez, je vais vous parler d'un mythe gaulois qui pourrait devenir réalité. Parce qu'en fait, nous sommes urbains, vous et moi, et nous avons souvent oublié le lien entre agriculture, climat et alimentation. Or, de fait, ce lien redevient réel. Il suffit de voir la grêle qui tombe sur des vignes ou certains deltas du monde dans lesquels l'inondation chasse des millions de personnes. Alors, je voudrais vous parler de ce que c'est la sécurité alimentaire de chacun dans le monde, et puis du lien entre cette sécurité alimentaire et le climat dès aujourd'hui, et puis peut-être imaginer avec vous ce que pourrait être l'alimentation future dans un contexte fort de changement climatique. Alors, comme je suis ingénieur, j'aime bien commencer par des chiffres pour essayer de décrire ce phénomène extraordinaire qui s'est passé entre 1960 et 2000. Est-ce que vous avez en tête qu'en 1960, nous étions 3 milliards d'habitants? On le dit maintenant plus souvent qu'avant, et qu'en 2000, nous étions 6 milliards. Donc dans l'histoire de l'humanité, il s'est passé quelque chose de jamais vu, évidemment. Le doublement, et avec des chiffres jamais vus sur la planète. C'est ce qui explique qu'on se mette à parler d'environnement, qu'on se mette à parler de l'état de la planète. Et quand vous regardez ce qui s'est passé comme évolution pour la production agricole en parallèle, vous voyez que dans le monde, pendant que la population doublait, la production agricole, grâce à la révolution verte, était multipliée par 2,4, avec évidemment des performances extrêmement différentes selon les régions. Vous voyez que dans certaines régions, en Asie, la croissance est énorme. Dans d'autres régions, comme l'ex-URSS, les événements politiques, évidemment, ont conduit à une autre évolution. Quoi qu'il arrive, en théorie, aujourd'hui, il y a sur la planète de quoi nourrir l'ensemble des habitants présents. Évidemment, la réalité est tout autre, puisque vous avez 800 millions de personnes qui n'ont encore pas assez à manger, 2 milliards de personnes qui ont des déficiences en tel ou tel élément. Alors que se passe-t-il? C'est que la sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est bien sûr d'avoir assez de production, et c'est le cas aujourd'hui, mais c'est aussi que ces productions soient saines, qu'elles ne soient pas dangereuses pour la santé. Ça peut être des microbes, ça peut être des contaminants, ça peut être des moisissures. Il faut surtout, et ça a été dit très bien par Amartya Sen, le prix Nobel, que les personnes aient accès à cette alimentation. Accès, ça peut être une difficulté d'accès physique, c'est dans les zones de guerre et les zones de crise que les gens ont faim en général, ou un accès économique, c'est-à-dire que les choses sont trop chères et que vous ne pouvez pas les acheter. Et puis le dernier phénomène très important, vous l'avez vu, c'est depuis 2005 seulement, c'est cette amplitude beaucoup plus grande de volatilité des prix qui peut poser problème, parce qu'évidemment, quand les prix augmentent, certaines personnes n'ont pas accès économique, ne peuvent plus, les personnes pauvres ne peuvent plus acheter à manger. Et c'est ce qui s'est passé en 2008. Vous vous souvenez peut-être d'avoir entendu parler de ces émeutes de la faim, ça avait démarré en Égypte. Pourquoi en Égypte? D'abord parce que c'était en ville et qu'il y avait des journalistes en ville. Les gens qui ont faim à la campagne, ça fait toujours moins de bruit dans les médias. Et ensuite, parce que les urbains pauvres ne pouvaient plus acheter le blé qui était nécessaire pour leur famille. Alors, de fait, c'est une situation qui a conduit à des crises graves dans 32 pays du monde. Et c'est un phénomène relativement nouveau, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, les gens avaient l'habitude que l'alimentation, ça devienne quelque chose de naturellement disponible. Et partout dans le monde, les stocks ont diminué. Et quand les stocks diminuent, ça veut dire que si vous avez le moindre accident, vous n'êtes pas capable, en sortant des denrées des stocks, d'atténuer les chocs. Et par exemple, lorsqu'il y a un choc climatique, en 2007, en Australie, il y a eu une sécheresse énorme. L'Australie est un des grands exportateurs de blé dans le monde. Ça a une influence sur les cours mondiaux. Et vous avez vu tout à l'heure les cours du blé, notamment, qui ont augmenté extrêmement rapidement à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, on commence à avoir un lien très direct, depuis les années 2000, un lien très direct entre la production agricole, le climat et donc les capacités de s'alimenter. Alors je voulais vous parler de la situation générale. De fait, dès aujourd'hui, les rendements, là je vous ai représenté les rendements au fond de 2 denrées de base. Avec le blé, le maïs et le riz, vous avez la base de l'alimentation de l'humanité. Eh bien, d'ores et déjà, et pour le maïs et pour le blé, dans le monde entier, vous avez des diminutions de rendement. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on peut aujourd'hui mieux manger qu'en 1960, c'est parce que la production agricole a augmenté plus vite que la population.
Et la demande va continuer à augmenter, parce que la population va continuer à augmenter. Et par ailleurs, les classes moyennes augmentent. Et quand les gens commencent à avoir un niveau de vie suffisant, ils demandent à manger plus. Et puis après, ils demandent à manger divers. Et puis après, ils demandent à manger des denrées d'origine animale. Et ça fait de plus en plus appel à la production dans le monde. Donc il y a un vrai problème d'inadéquation des tendances actuelles des rendements agricoles avec cette situation climatique mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, d'ores et déjà, en France, c'est vrai. Vous l'avez vu, les rendements ont diminué, donc ça pose des problèmes aux producteurs. Mais dans d'autres pays, comme ceux que je mentionne ici, les pays pauvres du monde, ça pose des problèmes bien amplifiés, parce que dans ces pays pauvres, la majorité du budget des personnes est consacrée à l'alimentation. 78%, 75%, 74%. On a complètement oublié ces situations chez nous. On doit en être à 14% chez nous. Mais dans des pays dans lesquels les gens ont peu, l'alimentation, c'est la dépense numéro 1. Et à ce moment-là, vous voyez bien que dès que les prix augmentent, ça devient un vrai problème existentiel pour la plupart des populations. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? D'ores et déjà, donc, les spécialistes du changement climatique ont essayé de comprendre ce qui pourrait arriver. Ce sont les rapports du GIEC, le dernier rapport de mars 2014, sur les impacts qu'on constate d'ores et déjà en matière agricole et en matière d'alimentation. En 2050, on nous dit que la température et les précipitations pourraient changer encore plus. On nous parle de 4 degrés éventuellement en matière de température. Par ailleurs, le niveau de la mer va augmenter, les glaciers vont continuer à fondre, les nappes phréatiques vont changer de niveau et les débits des rivières vont diminuer. Donc ça fait beaucoup de changements de conditions physiques dans lesquelles les activités de production vont s'exercer. Ça veut dire bien sûr qu'il faut adapter les variétés, adapter les modes de culture, adapter les modes d'alimentation des populations pour résister à ces évolutions prévisibles. Et en tant que scientifique, au fond, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye toujours de dessiner les futurs possibles, vous savez, un peu comme dans les livres de science-fiction, quels sont les scénarios possibles, quelles sont les conséquences de ces scénarios, quelles sont les conséquences qu'on voudrait éviter, et donc quel chemin chercherons-nous à favoriser? Au fond, nous, on est là pour dire le roi est nu ou le roi préfère faire autre chose, et puis aux décideurs de décider. Et puis il se trouve que dans ma carrière, j'ai aussi été parfois en situation de conseiller des politiques pour les politiques publiques à mettre en place. Par exemple, je viens de faire un rapport sur l'agroécologie, c'est-à-dire comment construire des systèmes agricoles plus performants vis-à-vis à la fois de l'économie et de l'environnement. Eh bien, ça suppose bien sûr des changements de pratiques des acteurs, mais ça suppose aussi un cadre de politique publique qui évolue. Alors vous allez me dire, tout ça, ça nous concerne de loin. Mais je voudrais vous dire que ça vous concerne, vous tous, nous tous, qui sommes dans cette salle, très directement. Parce que le premier facteur qui va vous dire ce qu'il faudra et s'il y aura assez à manger pour l'humanité dans les années à venir, le premier facteur, ce sera ce qu'on mange. Si on continue à évoluer en matière d'alimentation, comme dans les pays de l'OCDE aujourd'hui, il faudra augmenter la production agricole de 30%. On voit bien que c'est faisable avec un peu de superficie en plus et en continuant à progresser par l'innovation et la recherche. Si on suppose que dans chaque région du monde, on veut que tout le monde ait accès à 3000 kilocalories par personne et par jour, et ça suffit. 3000 kilocalories, c'est ce qui permet d'être en bonne santé, en moyenne. Évidemment, un nourrisson ne mange pas la même chose qu'une personne en pleine forme, dont 500 kilocalories d'origine animale. Eh bien, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait augmenter de 80% la production agricole si on continue à consommer comme aujourd'hui. Si on consomme juste ce qu'il nous faut pour être en bonne santé, en plus on se maintient en bonne santé, eh bien l'augmentation de la production agricole, et j'avais inversé les chiffres tout à l'heure, nécessaire n'est que de 30%. Donc c'est vous dire, selon le régime alimentaire que vous allez adopter, selon les régimes alimentaires qui vont être adoptés dans le monde, selon ce que favoriseront nos organisations sociales, ce sera différent. Je vous donne un exemple, la satiété. Vous savez, quand vous avez l'impression de ne plus avoir faim, est-ce que vous saviez que ça dépend de la taille de votre assiette? Si vous avez une grande assiette, vous aurez une impression de satiété beaucoup plus tard que si vous avez une petite assiette. Parce que la satiété, c'est non seulement un effet physiologique, mais c'est un effet dans le cerveau. Donc le fait de diminuer les tailles des assiettes, vous voyez, ce sont des choses extrêmement simples qui permettraient d'éviter des surconsommations. Un autre exemple, ce sont les pertes et gaspillages. Actuellement, on perd et on gaspille dans le monde à peu près 30 à 40% de ce qui est produit. Eh bien, de fait, je peux vous donner un exemple d'une école dans laquelle les enfants gaspillaient du pain. Le pain, c'est la première denrée gaspillée dans les systèmes collectifs.
Et le directeur a eu l'idée de mettre un poulailler à côté de l'école, et les enfants, tous les jours, dans des petits seaux, devaient amener à manger aux poules, puis ils trouvaient quand même que c'était lourd, et c'était un sacré boulot. De fait, les pertes ont diminué de 30%, simplement par la prise de conscience des enfants. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on sait que l'avenir sera différent. L'important maintenant, c'est d'être prêt à en être des acteurs. Merci de votre attention.